l'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto. Louis-Philippe Dubé au micro principal cette semaine en compagnie de Hugues Gonneau. Bonjour. Salut, comment ça va? Ça va bien, puis toi? Ça va très bien, merci. Antoine est absent cette semaine. En fait, il est sur le chemin du retour d'un événement Nissan. Un événement duquel on va parler aujourd'hui. Absolument. Quand même. On va aborder quelques sujets. Puis la semaine prochaine, on en rediscutera plus en profondeur avec Antoine parce qu'il a conduit certaines affaires qui sont intéressantes là-bas. Puis il a vu aussi certaines anciennes là, quand je l'ai suivi sur les réseaux sociaux, puis j'ai vu quelques petits spécimens, je pense, il va nous partager ses impressions de ces véhicules-là, ces technologies-là. Mais pour commencer, on a une émission quand même chargée avec des actualités. Ensuite, on va parler de Dodge Charger après le bloc d'actualité. Absolument. Et puis, à la fin de l'émission, je vais vous faire un essai très bref là, du Subaru Crosstrek hybride. Donc, pour commencer, écoute, moi, je veux parler de Nissan, même si on en parle pas mal dernièrement, mais cette semaine, ça a été comme un événement. Oui, il y a de l'actualité sur Nissan. Il y a de l'actualité. On a organisé un événement Vision. Vision, c'est pour montrer quelques photos de véhicules un peu vagues, mais surtout pour rassurer les actionnaires de la compagnie qui sont... très inquiets. Quand on a besoin, oui, effectivement, d'être rassurés. Alors, la plus grosse nouvelle, je pense, de la semaine, on peut parler un peu de Nissan puis de la direction, l'espèce de feuille de route qu'ils se sont donnée, puis on va en reparler la semaine prochaine. Mais la grosse nouvelle, c'est le Nissan Rogue. Absolument. Parce qu'on en a parlé brièvement la semaine dernière avec la nouvelle technologie e-Power. Le Nissan Rogue 2027 va être introduit avec la technologie hybride e-Power initialement. Donc, il va être vendu en parallèle avec le Nissan Rogue actuel, avec la mécanique actuelle qu'on aime un petit peu moins, mais le e-Power, c'est vraiment le plus gros morceau de l'actualité. Pour répéter un peu qu'est-ce que c'est cette technologie-là, en fait, ça agit comme un véhicule électrique, un moteur électrique à l'avant, un moteur électrique à l'arrière avec une batterie. Et on a le fameux 3 cylindres de 1,5 litres, supposément, là, parce que la compagnie n'a rien confirmé au niveau de la motorisation thermique dans ce véhicule-là, mais ça devrait être théoriquement le 3 cylindres de 1,5 litres qui va servir de génératrice pour alimenter la batterie qu'on suppose qu'il va avoir 2,1 kWh. Là, c'est parce que je pige dans le catalogue Nissan qu'est-ce qui serait logique de prendre en ce moment. Exactement. Les avantages de la technologie, évidemment, les moteurs électriques, ça brise beaucoup moins que le moteur VCT à pression variable. En plus, la bonne nouvelle, c'est que le VCT, maintenant, vu qu'il ne sert que de génératrice, les désagréments de conduite, etc., disparaissent. Il va toujours fonctionner dans une zone optimale, donc on va espérer que son rendement énergétique, sa consommation soit nettement réduite. Oui. Et donc, il se peut aussi que sa fiabilité soit améliorée, parce qu'on ne fait pas monter dans les tours, etc. Donc... Parce que il va être en fait comme un moteur stationnaire. Exactement. Comme ça. Il va être à son taux de compression le plus élevé pas mal tout le temps pour être le plus optimal. Là. Puis évidemment, pas de lien mécanique entre le moteur et les roues. Puis on sait que chez Nissan, on s'est plaint là, à quelques reprises des liens mécaniques comme la CVT, etc. Alors ça, exactement. Donc on élimine ça. On espère que ces deux volets-là, ça va amener un peu de fiabilité parce que justement, un moteur VCT moins sollicité et des moteurs électriques là, qui sont somme toute fiables. Qu'est-ce qu'on attend de voir? C'est vraiment l'efficacité de ce système-là. En conditions réelles. Évidemment, Antoine va vous en parler. Moi, je l'ai essayé, comme je l'ai dit la semaine dernière, sur un Qashqai en modèle européen. Évidemment, avec le Rogue, c'est deux moteurs avec toute une mécanique, un environnement un peu différent, un peu plus américanisé. Antoine, je pense qu'il a eu l'opportunité d'essayer un prototype là, sur la piste du Rogue 2027 avec la technologie e-Power. Donc, il y a eu des rumeurs aussi que le Rogue Lander, celui qui est hybride enfichable, qui utilise la technologie du Mitsubishi Outlander PHEV 2025, pourrait tirer sa révérence aussitôt. Il n'y a rien qui a été confirmé par Nissan. Peut-être que Nissan va le garder, peut-être que Nissan va le retirer, mais jusqu'à temps que les premières unités du Rogue hybride e-Power arrivent sur le marché. C'est pas un modèle qui fait partie des priorités de la marque. Ça va être à déterminer, évidemment. Puis,
On va voir la réaction aussi. Ça va être quoi, là, un peu, comment que le marché va absorber. C'est sûr que Nissan mise beaucoup sur le fait que ça va être le e-Power qui va prendre la majorité des ventes en partant, avec raison aussi, seulement s'il n'y a aucun problème avec. Donc, on souhaite, on souhaite que ça arrive. Évidemment, ça, on s'attend que ça soit assemblé au printemps 2027. On va aussi... en fait, on a parlé du Nissan Xterra parce que je veux parler de... On l'a abordé, ce sujet-là, à quelques reprises. On n'avait pas vu de photos et cette semaine, on a vu une première photo, une première esquisse de qu'est-ce que le Nissan Xterra arrivait. Puis du fait même, on a confirmé son arrivée en tant qu'année modèle en 2028 du Nissan Xterra. Je pense qu'il y avait une petite vidéo aussi qu'on nous a montré là, de qu'est-ce que ça aurait l'air. Évidemment, look extrêmement robuste. On va aller chercher beaucoup, je pense, de plaques de protection, pas de plaques de protection, mais de cosmétiques plastiques sur les côtés pour rappeler un peu qu'est-ce que c'était le Nissan Xterra, mais un modèle très important pour participer au fameux jeu des 4x4 américains. Parce que pour citer Ivan Espinosa, qui a parlé là, dans le cadre des annonces de cette semaine pour ces véhicules-là, que Nissan a toujours voulu ramener ces véhicules-là, mais c'était de plus en plus difficile à cause des normes aux États-Unis. Et puis là, maintenant, ces normes-là sont omniprésentes ou beaucoup plus abstraites qu'elles ont été. Donc, on se lance là pour le modèle 2028 avec le Xterra. Évidemment, on le répète, ça va être un véhicule qui va être bâti sur un châssis en échelle avec des motorisations V6 et V6 hybrides là, pour ce véhicule-là. Du côté de chez Infiniti, quelques petites annonces. Il y a encore de l'envie chez Infiniti. Ben oui, il y a encore. Ce n'est pas Infiniti. Je l'ai copié de quelqu'un, celle-là. On parlait à un moment donné d'une certaine berline qui serait vraiment cool parce que j'étais un grand fan de la Q50. Il y avait beaucoup de rumeurs au sujet de qu'est-ce que ça allait être, etc. Ben là, évidemment, on a parlé du retour de la Skyline du côté de Nissan, ce qui veut dire qu'on pourrait avoir un retour d'un format Q50 ou d'une berline. Puisque c'était une Skyline. Parce que c'était une Skyline et seulement chez nous, une Q50. Là, exactement. Donc, et la G35 avant. Et la G35 avant, qui était également un véhicule qui a forgé un peu, ou qui a aidé Infiniti dans ces années qui étaient les plus glorieuses. Évidemment, avec la Q50, on parlait d'un véhicule de 400 chevaux avec une boîte manuelle. Évidemment, on parle maintenant d'une date en 2028 ou une période en 2028 avec laquelle on pourrait avoir ce véhicule-là et qui pourrait aller chercher un marché que les autres constructeurs n'iront pas nécessairement chercher. Donc, ça peut être intéressant aussi. Qu'est-ce qui est intéressant aussi chez Infiniti, c'est qu'on parle de... pas calquer, mais un peu s'inspirer du modèle de chez Toyota, puis d'avoir par exemple, le Xterra qui va être bâti sur un châssis en échelle, on pourrait avoir un camion de luxe. Oui, parce qu'en termes de coût de développement, c'est des cacahuètes. Oui, exactement. Donc, pourquoi se priver d'aller chercher des véhicules très rentables et qui pourraient faire du volume et faire justement rouler un peu plus le réseau Infiniti qu'on a des 4x4 très dispendieux avec des intérieurs un petit peu plus cossus, par exemple. Est-ce qu'on peut se permettre d'appeler ça un QX Terra? On va voir. Il est en feu, mesdames et messieurs. Mais je pense qu'on ne l'utilisera pas parce que c'est Nissan, mais moi, je vais l'appeler de même QX Terra pour l'instant, mais ça va être l'équivalent de qu'est-ce qu'on va aller chercher là, du côté de chez Lexus, par exemple, qu'on pourrait aller chercher chez Toyota, mais d'une manière ou d'une autre. Ce sont les nouvelles que je vais vraiment là, tremper l'orteil dedans pour du côté de chez Nissan, parce qu'après ça, Antoine, la semaine prochaine, va pouvoir nous parler beaucoup plus de son entrevue avec les responsables de ces marques-là et savoir un peu la direction et comment qu'on compte vraiment tout mettre ces plans-là en action et avec les tarifs et contre-tarifs, parce que justement, Nissan veut que 80% de ses véhicules soient faits aux États-Unis. Là. On veut aller chercher, on veut réouvrir les chaînes de production, les lignes de production pour aller faire ces utilitaires-là. Puis là, ça va avoir malencontreusement un effet chez nous si la situation demeure telle qu'elle est.
Parlant de véhicules bâtis sur un châssis en échelle, exactement. Jimmy, il s'appelait Jimmy. Hein, on avait parlé du GMC Jimmy souvent. Même Antoine a pété une coche la semaine dernière à propos de qu'est-ce qui se passe chez GM, on fait rien. Ben là, ce n'est pas confirmé par la marque, évidemment, faut le mentionner, mais il y a des sources très fiables chez GM Authority qui se sont entretenues chez des sources à l'interne qui ont confié que GM n'allait pas rester à regarder la parade des 4x4 sur châssis en échelle et puis que le Jimmy serait sur le point de pas se pointer là, mais de faire peut-être ses premières images, peut-être qu'on va voir un feu arrière dans une photo floue et dire something is coming ou ben what's up Jimmy, hein, ça pourrait ça pourrait être quelque chose comme ça, mais tout pour dire que ce sont des nouvelles en rafale qui se suivent pour des marques qui veulent vraiment aller chercher l'engouement et aller chercher la rivalité avec les Wrangler, les Broncos, etc. Encore une fois, c'est ça qu'ils ont en ce moment, c'est ça qui est rentable. Et paradoxalement, développer un véhicule à châssis séparé, ça coûte pas extrêmement cher. Ouais. Contrairement à une monocoque. T'as un petit pick-up, là. T'as un Colorado. T'as un Colorado, vas-y. Ouais, c'est ça, là. C'est vrai qu'Antoine avait raison de dire, mais qu'est-ce que GM attend, quoi? Voilà. Apparemment, ils attendent plus. Supposément. Supposément, apparemment, on va voir. Peut-être, éventuellement. Mais, écoute, probablement. On va avoir quelque chose pour vous dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est sûr, à propos de ça. Parlant de 4x4 sur châssis en échelle qui sont très dispendieux, on va faire un retour cette semaine sur la nouvelle de la taxe d'assises sur l'essence, dont on va avoir un petit break durant l'été. Évidemment, c'est un sujet très délicat parce que c'est une mesure qu'on va retirer essentiellement 10 sous. J'aime pas ça. Je veux pas dire que ça va retirer 10 sous sur le prix du litre parce que c'est peut-être pas comme ça que ça va se passer. C'est peut-être une mesure administrative que 2,4 milliards de dollars va se retrouver dans les poches des pétrolières. Par contre, peut-être qu'on va voir le prix de l'essence dans un esprit plus optimiste, baisser avant l'été ou pendant l'été, parce que de 20 avril jusqu'au 7 septembre, on n'aura pas ce 10 sous de taxe d'assises-là qu'on a actuellement sur l'essence. Voilà, ça, c'est la seule certitude qu'on a, c'est que cette taxe-là est retirée. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de paramètres qui peuvent changer au jour le jour, la fermeture, la réouverture du détroit d'Ormuz, tout peut changer 3 fois en 24 heures. Ouais. Donc regarde, c'est probable, on aura probablement ce 10 sous là dans nos poches, mais oui, et sous quelle mesure? Et tu regardes qu'est-ce qui est arrivé, on ferme le détroit d'Ormuz, selon la Régie de l'énergie, je pense que en moyenne notre essence a augmenté de 30 sous. Nous, ce sont des réserves qu'on avait déjà, donc on n'a pas payé pour la fermeture du détroit d'Ormuz. Ça, c'est la règle générale partout dans le monde. Absolument. Dès qu'il y a un problème, les prix montent vite. C'est ça. Et une fois que le problème est réglé, les prix redescendent très lentement. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont te dire, c'est à cause des stocks, mais les stocks, ils sont à 30 et 60 jours. Donc, normalement, quand le problème est réglé, le prix devrait être répercuté directement dans les 30 à 60 jours. En fait, on sait que ça prend beaucoup plus de temps. Chez nous, cette essence-là vient pas, c'est pas ça. On paye quand même plus cher. Alors là, les gens décident, ceux qui peuvent peut-être épargner un peu, faire moins de déplacements, essayer d'épargner de l'essence. Mais les pétrolières font quand même énormément d'argent parce que la marge de profit sur l'essence qui était déjà en stock est encore énorme, beaucoup plus grande. Énorme. Donc, regardez, là, c'est la période des rapports de revenus pour les entreprises. Là, vous allez voir les entreprises pétrolières, tous leurs revenus ont augmenté, même si les gens désiraient réduire leur consommation. Non, mais il ne faut pas chercher à comprendre les variations du prix de l'essence. Ils vont toujours venir avec une explication, mais cette explication, dans les faits, ne tient pas. Ouais. Donc, regarde, maintenant, faut accepter. Et puis, on s'est obstiné souvent ici, puis avec tout le monde, c'est une discussion qui ne termine plus. Pourquoi qu'on subventionne les véhicules électriques? On donne un break aux consommateurs pour qu'on puisse acheter des véhicules électriques. Là, on est peut-être en train de subventionner des pétrolières parce qu'on enlève ce 2,4 milliards-là. Et de toute façon,
ils vont peut-être augmenter leur prix, l'essence d'été va arriver, etc. Voilà. La différence, c'est quand on subventionne les véhicules électriques, ben au moins on a de l'air propre qui vient avec et l'argent reste au Québec parce que c'est Hydro-Québec qui vend l'électricité. Et voilà. Donc, on n'est pas d'un bord ou de l'autre, mais c'est à réfléchir. Là. Pensez-y bien de qu'est-ce qui peut arriver. C'est très juste. Et j'espère ne pas avoir raison et que pour jusqu'aux vacances de la construction, payer mon essence un petit peu moins cher, ça pourrait être cool. Ça serait mais sympa. je fais pas confiance aux pétrolières de cette manière-là. Encore un véhicule qu'on attend, c'est un mot très rapide sur celui-là, c'est le Ford F-150. J'en parle aujourd'hui parce que c'est un véhicule très, 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 très important. Un petit peu beaucoup quand même. Et puis chez Ford, on sait que chez GM, en fait, les nouveaux moteurs, par exemple, les nouvelles camionnettes Sierra Silverado sont planifiées pour 2027. Absolument. Parce qu'on a annoncé dans la Corvette, on a parlé de la Corvette Grand Sport, a sonné un peu l'arrivée des nouveaux moteurs, la nouvelle génération de moteurs V8. Donc, forcément, une nouvelle génération des Silverado et Sierra devrait se jumeler avec ces moteurs-là. Je trouve que les approches sont très différentes ou je m'attends à ce que les approches soient très différentes du côté de chez Ford que du côté de chez GM parce que là, on parle de la nouvelle F-150 en 2029. Absolument. Donc, c'est beaucoup plus tard que les deux camionnettes ou les deux principales camionnettes, là, les deux rivaux principaux de la F-150. Puis aussi, du côté de chez Ford, on a parlé de plateforme de véhicules électriques, on a parlé d'une camionnette intermédiaire électrique, une petite camionnette électrique. On a parlé également des collaborations avec les Chinois. On a parlé d'un retour possible du F-150, pas du F-150 Lightning parce qu'il ne sera pas appelé comme ça, mais d'une camionnette plein format électrique. Alors que du côté de chez General Motors, c'est comme complètement... On arrive avec des moteurs LS un petit peu complètement différents comme dans les premiers balbutiements. Ça va être intéressant de voir, ça va être quoi avec les réglementations qui sont un petit peu assouplies environnementales du côté des États-Unis. Quelle approche Ford et GM vont prendre chacun de leur côté pour vendre ces véhicules-là qui sont les plus importants, là, qui sont les tellement importants, les plus rentables. Non, il y a une grosse réflexion en termes de stratégie parce qu'effectivement là, Ford avait été parti le premier sur l'électrification, ça n'a pas été la réussite espérée. Donc je pense qu'il doit y avoir beaucoup de remises en cause et c'est pour ça que le F-150 arrivera un petit peu en retard par rapport à ce qui était prévu originalement. Ouais, c'est ça. Et puis, ensuite, voir aussi l'approvisionnement, parce que aux États-Unis, l'approvisionnement sur l'aluminium, l'approvisionnement des composantes, etc., pour faire j'ai assisté dans des réunions éternelles là, en visioconférence avec les gens de Ford qui nous expliquent qu'on essaie d'améliorer nos techniques d'assemblage, d'améliorer nos chaînes de production, d'améliorer nos chaînes d'approvisionnement, d'améliorer... Alors, tout ça... Pour la camionnette qui se vend le mieux, ce sont des décisions qui sont très, très, très importantes. Qui fait essentiellement vivre la compagnie. Qui fait essentiellement vivre la compagnie, qui, en ce moment, c'est ça, un peu comme tout le monde. Donc, les enjeux sont importants. Oui. Parlant de chaîne d'approvisionnement et d'assemblage, Toyota a... je pense, réitérer son engagement au Canada, ce qui est une bonne nouvelle, somme toute. On n'investit pas dans une nouvelle ligne d'assemblage, on n'investit pas dans un nouveau modèle tout de suite. On investit 300 millions de dollars dans un siège social, plus de bureaux, plus de départements, là, si on veut, qui vont rester chez nous. Mais encore plus important que cette annonce-là, qui est très corporative chez Toyota, on forme une alliance avec Honda au Canada. Et cette alliance, ça s'appelle l'Association canadienne de l'industrie manufacturière du Pacifique, ACIMP, et c'est essentiellement Toyota et Honda qui ont deux empreintes manufacturières dans le sud de l'Ontario, qui s'associent ensemble parce que c'est tough en tabarnouche en ce moment. Ils ont besoin de faire un petit peu de lobbying. Ouais. Alors, un peu de lobbying, une association qui va avoir un effet de levier vis-à-vis non seulement le gouvernement canadien, mais vis-à-vis aussi les syndicats, s'il y a lieu à un moment donné, parce que on sait que ces entreprises-là sont pas impliquées là dans les syndicats ne sont pas impliqués, mais avoir aussi une puissance d'achat entre les deux. Je pense que cette association-là au Canada va apporter un peu de bénéfices là pour être capable de garder l'empreinte manufacturière chez Toyota et chez Honda. On en parle souvent, mais elle a été fortement menacée dans la dernière année à cause des tarifs. Donc voilà. Évidemment,
il va falloir voir qu'est-ce qui se passe avec ces chaînes de production-là, mais pour le moment, on n'a pas annoncé qu'on envoyait quoi que ce soit de l'autre côté de la frontière. Toyota aussi, en plus de son siège social, rajoute, si je ne m'abuse, 2 centres de distribution de pièces dans l'ouest du Canada. Oui, encore là, encore un signe qu'on essaye de consolider, on essaye d'améliorer les choses vont bien. Les façons où est-ce qu'on fait passer les pièces d'un côté à l'autre, c'est un symptôme ou un bénéfice là, Toyota de l'amélioration. Vend beaucoup de voitures. À un moment, il faut qu'ils aient aussi une chaîne logistique qui soit appropriée derrière. Donc, c'est quand même très bon signe. On a parlé de Leapmotor. Il n'y a pas si longtemps de ça. Leapmotor, c'est une entreprise, un constructeur chinois dont Stellantis est propriétaire à 20%. Exactement. 20% de part de ce... Puis là, évidemment, l'annonce dont on a parlé la dernière fois, c'était Leapmotor pourrait assembler des véhicules dans l'usine de Brampton, en Ontario, et pourrait être l'un des premiers à s'installer. BID également, BYD est dans la course. Mais le fait que Stellantis a déjà une empreinte manufacturière et déjà une part de Leapmotor, ce constructeur-là, ça facilitait les choses. Et puis, il y a une proposition qui a été mise sur la table par Leapmotor. C'était de venir assembler des véhicules, mais qui sont comme qu'est-ce qu'on appelle des voitures kit, là, tu sais, des CKD. Des CKD, merci. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau dans l'industrie. On a vu ça avec la Beetle dans les années 50. Mais même avant, ça date des années. Ça date des années 10. Ford envoyait des CKD un peu avec ses modèles T partout à travers le monde. Dans des endroits où est-ce qu'il n'y avait pas d'approvisionnement pour les composantes. Alors ça, c'est la clé. Au Canada, il y a de l'approvisionnement pour des composantes, mais la clé là-dedans, c'est que Leapmotor a proposé d'arriver avec ces kits-là. En fait, ce sont comme des meubles Ikea, si je peux me permettre. Ça arrive dans une boîte, toutes les composantes sont là et elles sont assemblées sur place et on peut dire que c'est assemblé au Canada. Évidemment, à la place de prendre 2 à 3 000 employés pour une chaîne de production normale pour un Compass, ça va prendre 2 à 300 employés pour faire le même type de production. C'est ça. Alors, le syndicat Unifor a dit « no way » et le gouvernement du Canada a dit « no way ». Et chez Stellantis, ils n'ont pas eu de commentaire encore à ce sujet-là parce que c'est quand même assez corporatif. Il faut garder ça, que c'est Leapmotor, puis etc. Mais selon les représentants d'Unifor, on a entendu qu'on dit ça ne fonctionnerait pas comme ça. Et du côté du gouvernement du Canada, la ministre Joly a dit elles vont être soumises aux mêmes droits et aux mêmes conditions que des véhicules qu'on importerait directement de la Chine parce qu'elles sont pas dites, elles sont assemblées finalement ici, mais elles ne font pas de la même manière que les autres constructeurs. Et ça serait vraiment pas juste pour les autres constructeurs qui sont là, qu'on a parlé, Toyota, etc. Encore une fois, derrière, c'est de créer de l'emploi, c'est de créer des revenus pour le Canada. Si c'est juste pour devenir une entreprise d'assemblage, comme tu dis, assemblage final de meubles Ikea. C'est pas très très intéressant, mais il faut constater que actuellement Stellantis pousse Leapmotor un peu partout. Il y a des rumeurs en Europe qui diraient que certains produits Opel et Alfa Romeo pourraient devenir des véhicules électriques venant de chez Leapmotor. Donc on sent que Stellantis pousse beaucoup cette option-là et veut valoriser au maximum les 20% qu'ils ont investi. Oui, parce qu'avoir une part de cette entreprise-là, ça devient un bénéfice. C'est intéressant pour le moment, mais ça peut devenir un couteau à double tranchant sur le moyen-long terme. Donc, c'est un pensez-y bien. Mais je peux dire que les employés à Brampton se disent que c'est le temps qu'on me passe à autre chose. Qu'on me passe. Wow! Voilà. OK, prochaine nouvelle. On parle d'une nouvelle assez cocasse, en fait, pendant qu'on est dans les constructeurs chinois. Un constructeur chinois qui a breveté une technologie pour avoir une toilette. Oui. Une chiotte
dans un véhicule. Et pas n'importe où. Pas n'importe où, parce que ça serait en dessous d'un siège qu'on pourrait coulisser, ou bien pas coulisser, mais comme escamoter, là, si on veut, vers l'arrière pour avoir cette toilette-là. Pour ceux qui nous regardent en visio, on voit les plans qui ont été soumis au bureau des brevets là en Chine. Et si vous regardez la bolle en question, si vous avez déjà voyagé en Asie du Sud-Est, vous connaissez ce type de toilette-là. C'est la selle où est-ce qu'on s'accroupit littéralement parce que les deux côtés, c'est pour mettre ses pieds. Exactement. Et puis, ben, on s'accroupit. C'est un type de toilette qu'on retrouve souvent dans ce coin-là. En Europe, on appelle ça les toilettes à la turque. Bon, ben, voilà. Donc, je savais pas, je connaissais pas ça. Mais, on voit les rails ici, puis on serait capable de bouger ce siège-là pour avoir une toilette. Écoute, ça me ferait de parler de ça parce que c'est assez surréaliste. L'entreprise s'appelle Ceres. En fait, c'est des véhicules qui sont déjà commercialisés en Chine parmi tous les autres constructeurs chinois qui vendent des véhicules, mais d'avoir un brevet, là, on voit le Aito 9, là, qui est un utilitaire qui ressemble à pas mal tous les utilitaires qu'on connaît. On regarde en arrière, ça ressemble un petit peu à un Mercedes. Je pense on s'est inspiré des lignes de certains utilitaires allemands, même les poignées, hein, c'est fou. En fait, cette toilette-là viendrait avec un réservoir, un système qui ferait la déshydratation des déchets, etc. Ouais. Puis on pourrait aller vider ça éventuellement, un peu comme dans un camping-car, là, ou un peu comme dans un VR, plutôt aussi. Là, j'ai utilisé le terme français, mais un véhicule récréatif, c'est un terme français aussi, mais c'est différent. Puis, dans un véhicule. Là, la mise en garde, si vous avez des passagers dans le véhicule, c'est un petit peu weird. Même si vous êtes seul dans le véhicule, c'est un petit peu weird. Puis évitez de faire ça en conduisant. Et pour terminer, apparemment qu'elle pourrait être activée par commande vocale. Alors, évidemment, il doit y avoir une app quelque part sur ton téléphone. Je me demande quelle commande vocale qu'on va utiliser. Peu importe. Et si vous ne croyez pas, on n'est pas le 1er avril, hein, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, restez à l'affût des nouvelles de numéro 2 en voiture dans des brevets remis par des constructeurs chinois. Donc, au retour, on va parler de la Dodge Charger avec Hugues Gonneau.